Voyager, la paternité, l'humour, c'est la règle de 3 de Julien Blangras. Voyager constitue son rêve d'enfant. Julien Blangras naît en 1976 à Gap. Petit, je m'endormais avec un planisphère en regardant les noms de villes et de pays qui me faisaient fantasmer, dit-il. Diplômé en journalisme à Grenoble, il pige tout d'abord pour le Petit Bulletin et le Dauphiné Libéré. En 2001, à l'âge de 25 ans, il part 3 semaines au Mexique avec un ami. Sur place, le petit séjour se transforme en voyage d'1 an via Cuba, le Guatemala, Belize ou les USA. Cette expérience lui donne la matière de son premier livre intitulé Gringoland et depuis, il se définit lui-même comme géonévropathe. Le géonévropathe, c'est quelqu'un qui est atteint d'une maladie qui le conduit à vouloir aller dans tous les pays du monde, quadriller la planète. C'est son but, c'est son moteur et donc c'est une pathologie dont je suis atteint et j'en suis assez heureux. Aujourd'hui, Julien Blangras a visité près de 80 pays et il a publié une dizaine de récits de voyage. La paternité lui inspire 2 livres. Son fils naît en 2014. En 2015, Julien Blangras publie In Utero. Ce livre, en fait, était ma couvade. J'ai pas pris de ventre comme certains hommes qui suivent leurs femmes. Non, moi, tout mon stress, en fait, je l'ai canalisé dans le livre. Avec Comme à la guerre, livre qu'il qualifie de chronique de la paternité au temps du terrorisme, il pose ensuite la question de ce qu'il va transmettre à son enfant alors que la France vient de subir une vague d'attentats. J'ai trempé un doigt dans l'assiette de purée petits pois carottes. La température était convenable. Cuillère en silicone à la main, j'ai lancé la conversation. Quelle est ton analyse, fils ? Penses-tu que la coexistence républicaine puisse se fissurer sous la pression des extrémistes ? L'humour, l'autodérision, une douce ironie imprègnent tous ses livres. Dans Envoyé un peu spécial, recueil qui narre ses expériences en Corée, au Nigeria, au Swaziland, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou encore en Iran. Il écrit par exemple en décrivant la ville chilienne de Valparaiso. Les maisons en tôle, en briques ou en broc semblent parfois tenir par la seule grâce de Dieu, qui pourtant n'existe pas, en attendant le prochain tremblement de terre dévastateur. La preuve. Voix singulière dans l'univers des écrivains voyageurs, Julien Blangras déclare cependant « La quête d'absolu est camouflée par l'ironie chez moi, mais elle existe aussi ». Ouais, Julien Blangras, il y a une question quand même qu'on se pose à propos d'écrivains voyageurs, si c'est comme ça qu'on peut vous définir, ou tout simplement reporter en fait aussi. Est-ce qu'il y a encore des endroits à découvrir dans le monde où tout a déjà été décrit ? Je pense que tous les endroits ont été arpentés, mais le monde est en changement permanent, donc il y a toujours des nouvelles choses à découvrir, bien sûr. Oui. Mais c'est quoi ? Finalement, c'est l'écrivain voyageur qui fait son propre voyage, ou alors c'est vraiment des endroits à découvrir ? C'est quoi ? Je crois qu'en fait, une fois de plus, comme le monde change à chaque seconde, et comme nous-mêmes on change à chaque seconde, la réalité qu'on peut percevoir et retransmettre à travers les écrits, c'est toujours neuf. J'ai l'habitude de dire qu'à chaque fois que je voyage quelque part, je suis une personne nouvelle parce que j'arrive dans un endroit que je ne connais pas. Donc voilà, tout est neuf, tout est frais. Chaque voyage est une renaissance. D'accord. Claude ? Qu'est-ce qui aurait pu vous conduire à devenir un grand reporter très sérieux de lui-même, décrivant les affres de la planète, alors que vous êtes un type absolument épatant, plein d'ironie sur lui-même, y compris au bout du monde ? Alors je ne sais pas, je crois qu'il y a une question de tempérament naturel. Alors c'est vrai que j'utilise l'ironie, l'absurde, je me focalise un peu sur l'insolite et les choses inattendues comme ça, mais je traite malgré tout de sujets sérieux, graves, voire tragiques. Mais voilà, j'essaye de parler de choses sérieuses sur un ton léger. Un exemple, quand vous décrivez l'ex-Swaziland, ça s'appelle plus Swaziland, un satrape qui fait venir devant lui des milliers de gamines qui doivent danser seins nus devant lui, vous pourriez être en colère, vous le faites avec le sourire, mais on est en colère à votre place. C'est de l'élégance de votre part ? Alors, je ne sais pas si c'est de l'élégance. Moi, c'est ma façon naturelle d'aborder les choses par le biais de l'absurde. Parfois, je suis en colère et oui, effectivement, la colère, je préfère la canaliser par l'humour. Et surtout, j'évite d'être trop pontifiant, de trop asséner. J'espère que j'y arrive, de ne pas être trop donneur de leçons. Je trouve que parfois, c'est un peu contre-productif. J'évite de trop donner mon opinion. J'estime que parfois, la subjectivité du regard permet de transmettre les émotions et puis le lecteur se fera son avis par lui-même. Alors Julien Blangras, vous avez beaucoup voyagé, on espère pour vous que vous allez encore beaucoup voyager. C'est l'été, tout le monde rêve un peu de partir après ces épisodes de confinement. Et avec vous, Sonia, on va voir que justement la pandémie a changé les habitudes des touristes français. Oui, en accélérant des tendances qui étaient déjà présentes depuis quelques temps. La première, c'est l'essor du tourisme local, le tourisme de proximité. Cet été encore, 83% des Français ont prévu de partir en France, dans l'Hexagone, contre 86% l'an dernier. Conséquence évidemment de la pandémie, mais aussi cela correspond à un mouvement plus large observé depuis quelque temps, le besoin de partir plus souvent, moins longtemps, plus près de la nature et donc plus près de chez soi, parce que c'est moins cher aussi, plus facile à organiser et
plus respectueux de l'environnement. Une préoccupation qui serait croissante sur le plan mondial. Plus d'un touriste sur deux, 51%, affirme qu'il serait prêt à changer de destination prévue si finalement il trouvait une destination plus durable, plus écolo-compatible. On a vu cette tendance aussi chez les grandes enseignes, notamment spécialisées dans le tourisme de masse, qui se sont mis à proposer des circuits à vélo, en camping-car, des hébergements en plein air, à la montagne. Il faut rappeler que le tourisme est une industrie très polluante. Elle est à l'origine de 8% des émissions de gaz à effet de serre. Vous le savez évidemment, vous avez conscience. Vous croyez, vous, à l'essor de ce tourisme local ? Bah oui, on l'a déjà constaté. Moi-même, par la force des choses, j'ai travaillé un peu plus sur la proximité durant l'année et demie qui vient de se passer. C'est vrai qu'il y a un besoin, une exigence de sobriété à cause du changement climatique, donc il faut faire attention à la façon dont on consomme. Moi je prends pas mal d'avions, mais pas tant que ça en fait. Dans le livre, il y a un effet d'accumulation. Mais pour mon prochain projet de livre, j'ai l'intention de prendre le plus long train du monde, qui va de Porto à Saïgon. Donc je vais enfin faire un livre de voyage où je n'aurai pas besoin de prendre l'avion. Mais de temps en temps, on se dit, est-ce que je suis un peu responsable de ce qui se passe ? Parce que c'est vrai qu'un écrivain voyageur sans avion, ça n'existe pas, quoi. Sauf quand il prend le train. C'est vrai, oui. Non, le TER aussi. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé à voyager, à faire des livres et des reportages, il y a une quinzaine d'années, ce n'est pas des questions qui se posaient aussi sérieusement qu'aujourd'hui. Donc c'est vrai que ça fait réfléchir. Une fois de plus, il y a une exigence de sobriété. Je ne vais pas complètement arrêter de prendre l'avion, mais il ne faut pas non plus prendre l'avion tous les 15 jours, c'est sûr. Cool. Comment saviez-vous que les Varans n'aiment pas Eddie Mitchell ? Alors ça, parce qu'on me l'avait dit, je vais recontextualiser. Voilà, oui, c'est mieux, oui. Parce que je raconte dans le livre un voyage en Indonésie où je participais à un stage de survie. Enfin, je faisais un documentaire sur un stage de survie qui avait lieu sur une île déserte, loin de toute civilisation en Indonésie, et qui était uniquement peuplée de varans. Alors le chef du stage m'avait dit « Ne t'inquiète pas, ils ne sont pas dangereux », mais après il m'a dit quand même, lors du dernier stage, ils ont attaqué des gens pendant qu'ils dormaient sur les hamacs. Donc voilà, courageux mais pas téméraire, j'ai demandé comment on pouvait les faire fuir éventuellement. On m'a répondu qu'il fallait chanter. Et donc quand j'ai entendu les varans fouiner sous mon hamac la nuit, je me suis dit il faut chanter quelque chose, et j'ai chanté, je ne sais pas pourquoi, Dieu Eddie Mitchell. Elle était... Exactement. Et on ne sait pas si ça aurait marché avec d'autres chanteurs. Je ne sais pas si c'était Girac ou pas. J'avais pensé faire du Florent Pagny, mais j'avais peur que ce soit un peu trop violent et que ça dérègle tout l'écosystème. En tout cas, ça a marché. Donc, je suis allé mollo. Ça a marché. Juste une chose, est-ce que vous avez, comme chaque été, fait la descente de la soif de Ménilmontant ou avec, vraiment très bien informé. C'est incroyable, avec votre ami écrivain Philippe Janada, vous descendez la rue Oberkampf qui se situe dans le 11e arrondissement à Paris et vous prenez une bière dans chacun des bars. Vous l'avez fait cette année ? Je l'ai fait il y a 3 jours avec Philippe Janada, comme vous l'avez dit, Richard Guettet, François Perrin et Guillaume Jean, d'autres excellents auteurs. Et voilà, donc je suis content que l'émission n'ait pas eu lieu aujourd'hui parce que j'aurais peut-être pas été aussi vif pour vous répondre. Très bien, et écoutez, on a hâte en tout cas à une prochaine descente de la soif. Merci beaucoup en tout cas Julien Blangras d'être passé ce soir par 28 minutes. Envoyé un peu spécial, c'est votre dernier livre publié chez Stock et je précise que vous faites la une également de l'Obs cette semaine pour un reportage à Dubaï. Voilà, alors j'ai fait un reportage qui est en une de... Oui. Donc ça fait la une de l'Obs. Dubaï, l'Obs qui a eu la gentillesse de m'envoyer là-bas un reportage pour parler de cette ville incroyable qui, sa caricature, c'est un peu la capitale du luxe ostentatoire, de la surconsommation, et c'est une aberration écologique, c'est le bling-bling, tout ça. C'est un endroit qui attire beaucoup de gens, qui a aussi ses qualités, qui attire beaucoup de jeunes Français, notamment, qui sont attirés par la sécurité, une grande tolérance multiculturelle et aussi une fiscalité oui. Notamment, on voit ça chez les Instagrammeurs. Merci beaucoup, en tout cas, Julien Blangras.